Si moi j'avais édité Blue Dredge, il n'y aurait pas une seule figurine, et il serait sorti à 30 euros. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Hors Plateau consacré à Alain Ballet, éditeur avec Blue Cocker. Alain, bonjour. Salut! Avant Blue Cocker, il paraît que tu as eu 1001 vies dans le monde ludique. Tu peux nous en donner quelques exemples? Oui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été ludothécaire, animateur, vendeur en boutique, assistant d'éditeur, et puis éditeur après. Justement, c'est pour ça que tu es devenu éditeur, alors c'est une suite ça. logique. C'est pas tellement, c'est que à un moment donné, j'ai changé de vie. Voilà, j'étais ingénieur informaticien avant, et puis j'ai arrêté, et que j'avais pas vraiment réfléchi à ce que j'allais faire. Juste, je m'étais dit, voilà, j'ai une autre passion, c'est le jeu, donc on va essayer de bosser dedans, et donc j'ai essayé diverses choses, jusqu'à trouver ma niche, on va dire, pour rester. Dans quelle mesure ces expériences t'ont servi pour Blue Cocker? Vachement. Franchement, je pense que celle qui sert le plus, encore, non, c'est différent, mais une essentielle, c'est d'être vendeur en boutique, pour plein de raisons. La raison purement mercantile, oui, enfin purement très liée au métier d'édition, c'est que les boutiques, c'est nos premiers clients en fait, hein, donc si tu sais comment elles fonctionnent et quels sont leurs besoins, leurs attentes, t'es plus à même de les satisfaire. Et puis après, tu as aussi un contact différent avec le public que tu peux avoir en ludothèque ou en festival ou en tu es là pour répondre à leurs demandes, à leurs besoins. Tu vois, quelqu'un qui vient en boutique, à moins que ce soit le gros joueur qui sait déjà tout, quoi. C'est quelqu'un qui dit voilà, moi j'ai besoin, j'ai envie d'un jeu, mais je sais pas trop quoi, il sait pas trop l'exprimer, il sait pas trop et que pour eux un jeu stratégique, tu vois, c'est pas du tout la même chose que pour toi ou que pour moi ou que pour D'accord. donc voilà, il va falloir décoder ses besoins et essayer d'y répondre le mieux possible. Donc il y avait ça, ludothécaire, c'était bien sympa aussi. C'est un autre moyen d'aborder le public ludique, vraiment, où les gens sont plus posés, viennent plus en famille, mais sans dans un festival, ils viennent, tu vois, c'est souvent, même si c'est un petit festival plus important, plus imposant, avec plus de choses. Là, en ludothèque, ils viennent comme chez eux, quoi. Tu vois, enfin, donc t'as une relation qui est plus profonde, je pense. C'est d'ailleurs très bien que nous soyons un des pays qui a le plus de ludothèques et une ville qui a le plus de ludothèques. Je pense à Toulouse. Ouais, c'est nous qui avons le plus. Toulouse Power. Ton premier jeu, c'est Medieval Academy. Ouais. Tu l'as trouvé avant de créer Blue Cocker ou c'est l'inverse? Alors, je l'ai trouvé avant, en fait, on me l'a présenté quand je bossais chez lui-même. Lui-même qui, au final, ne l'a pas gardé. En tout cas, on n'a rien fait. Et donc, l'auteur, Olivier Poncin, a récupéré le jeu. Et puis, il dit qu'est-ce qu'on en fait? Je dis, bon, on va commencer à le travailler. Comme je fais sur tous mes jeux d'ailleurs, on commence, il y avait un bon potentiel, c'est pour ça que je l'avais retenu déjà à la base. Mais après, il faut essayer de magnifier ce potentiel et voir si ça peut être quelque chose d'éditable voilà. Donc on bosse dessus. Et puis une fois qu'on pense tous les deux qu'on est arrivé à quelque chose de bien, et ben là, je lui propose un contrat et puis après on est parti. Voilà. Comment ça se passe chez le Chien Bleu? Et justement, comment s'est-il vendu? Eh ben écoute, il se vend toujours, donc c'est déjà pas mal. Parce que de nos jours, c'est assez difficile d'avoir des jeux qui tiennent sur la durée. Donc là, ça fait 4 ans, il continue à se vendre. Alors bon, moins qu'au début, hein, faut pas rêver, hein, non plus, c'est pas mais pas mal. J'ai fait, j'en suis au
4e tirage français il a une vie dans d'autres pays, en Italie, en Russie, en Chine. Il a une vie aux States aussi, et il en aura peut-être une seconde avec mon partenaire aux States, plus d'autres. Enfin bon, il vit sa vie. Justement, c'est difficile de trouver des partenaires à l'étranger? Alors pour moi oui, parce que quand je parle anglais, les gens ils me regardent en ayant peur, tu vois. Ils se demandent ce que je fais à leur langue. Donc des fois c'est plus rude. Et puis c'est surtout c'est un partenariat que tu fais avec des gens. Donc c'est quelque chose qui se construit sur la durée. Donc voilà, tu approches des partenaires, ils accrochent ou pas un de tes jeux, ils le testent, ils voient, ils vont en faire un tirage pour voir, puis si ça se passe bien. Enfin, c'est quelque chose, un travail de longue haleine pour moi en tout cas, et c'est normal. Enfin, c'est même sain, parce que il vaut mieux créer des partenariats durables plutôt que de faire des coups comme ça. Et enfin, c'est plutôt ça que je recherche en tout cas. Il y a des différences entre les différentes populations, des attentes ou Ouais, tout à fait. T'as pas du tout le même. Enfin, tu t'adresses à une culture différente, même si elles peuvent être proches. On est tous, tu vois, entre les States et ici, ça reste quand même une culture occidentale. Donc il y a quand même des choses qui se rejoignent. Mais il y a aussi des différences sur la présentation que tu veux faire du jeu, sur des thématiques ou des formats, des boîtages, des manières d'approcher les choses, des styles de jeu aussi. Donc il y a plein de différences, et c'est pour ça que c'est intéressant de bosser avec des partenaires vraiment qui sont là-bas, parce qu'eux ils connaissent leur marché et ses caractéristiques culturelles. Et donc voilà, c'est ça qui t'apporte, en fait. Casting, le jeu suivant, lui, Ouais. c'est un peu moins bien vendu. Ah, Casting, c'est un jeu clivant pour certaines personnes. Alors qu'en fait, quand tu joues, nous on a fait jouer pas mal de gens, mais ça se passe toujours bien. Mais c'est quand même un jeu qui est basé sur les préjugés des gens. Donc alors là, dans notre époque politiquement correcte, et les gens ils se disent ouh là, c'est mal de faire ça. Mais non, en fait, si tu veux lutter contre les préjugés des gens, il faut les mettre en lumière. Sinon, si t'en parles jamais, du coup. C'est ça. D'autant plus que d'autres jeux qui sont un peu sur ce même sujet, un peu politiquement incorrect, comme Limite ou Blanc Manger Coco. Alors voilà, moi c'était une optique différente que je voulais avoir. C'était plutôt que de faire on aurait pu appeler casting à la tête du client, ou tu vois, enfin faire un truc très beaucoup plus trash et beaucoup plus mais je pense que je me restreignais à un public pas de niche, mais quand même quoi, un public restreint, et que moi je pensais que ce jeu il est jouable par tout le monde, et c'est vrai, hein, j'ai fait jouer tout le monde à ce jeu. Ça suffit pas en fait. Il faut que, il faut pouvoir le vendre. C'est-à-dire que quand t'es en boutique et que toi t'es un vendeur, tu t'amènes et tu dis alors ouais non mais ce jeu il est bien. Ouais mais il est sur les préjugés quand même. Oui mais non mais il faut bypasser ça. Enfin, tu vois le vendeur a une difficulté supplémentaire à vaincre, et c'est jamais bon. Tu vois, donc voilà. Celui-là il a ouais. C'est vrai. Et du coup, ça a eu un impact sur la suite de Blue Cocker? Ah ben bien sûr, hein. Moi, ça freine ton développement. Puis de toute façon, je peux pas me permettre d'avoir. Et donc oui, je vais, tu vois, si j'ai deux jeux de suite qui font un flop, non, ce sera la fin. Mais bon. C'est ce qui fait l'intérêt de ce métier aussi, c'est que c'est pas, t'as pas une recette quoi, tu vois. Toi tu travailles un produit, un jeu, t'essaies d'en faire un objet, et surtout d'en faire quelque chose qui ressemble de magnifier la volonté de l'auteur et de ce qu'on voulait mettre dans le jeu. Et puis après, tu présentes ça au public, quoi. Après, voilà, le public il juge si oui ou non.
Voilà. C'est tout. Du coup, tant qu'on est dans les chiffres, hein, est-ce que le métier d'éditeur, ça rapporte? Et j'ai un plan de conquête du monde dans 5 ans. Alors, bon, ça fait 4 ans que je dis ça, donc il a pris un peu de retard, mais oui, moi, je compte conquérir l'univers, hein, ça c'est clair. Hein. Non, ça rapporte... voilà, pour le moment, j'en vis chichement, mais bon, j'ai pas de gros besoins. Pour tout te dire, je me reverse 850 € par mois. Je suis en dessous du seuil de pauvreté. C'est terrible. Mais oui, mais bon, et alors, c'est pas... voilà, j'ai peu de besoins, j'ai pas comme plein de gens, une famille, des trucs, ça va. Et puis voilà, si ça s'améliore, ben, je vais pas cracher dessus. Et puis sinon, pour le moment, je préfère vivre avec cette somme-là par mois, mais me lever tous les matins en me disant « Hey, je vais bosser !» Tu vois, plutôt que, comme je faisais avant quand j'étais ingénieur, gagner presque 2500 € par mois et me dire « Hey, je vais bosser !» Connaissant ta ligne éditoriale de faire des jeux que tu aimes, est-ce que tu serais capable justement de faire un jeu que tu détestes, mais qui t'apporterait une certaine assise financière? Ben c'est pas, enfin comme je le développe, c'est pas possible. C'est-à-dire que un jeu que j'édite, je vais, on va dire en moyenne, y jouer 500 fois. Et ben alors c'est sûrement un défaut, hein, mais je suis pas capable de jouer 500 fois un jeu que j'aime pas, quoi. Enfin, tu peux t'y forcer, mais ça va super se voir, quoi. Et donc du coup, il va pas se vendre, et donc du coup, ce ne sera pas une manne financière, parce que ça va transparaître, quoi. Il y a effectivement des jeux qui sont des succès commerciaux auxquels, tu vois, j'aime pas forcément, enfin, qui sont pas forcément ma came, mais ça veut pas dire pour ça que c'était un mauvais jeu ou quoi. C'est juste que moi, il me correspondait pas et moi, j'aurais pas su l'éditer. Donc voilà, il y en a d'autres qui l'ont fait, bien fait. You, super. Toujours sur ta ligne éditoriale, on a remarqué que tes jeux sont tous à moins de 35 €. C'est un choix délibéré. Ça risque de changer avec le prochain, parce qu'il y a beaucoup de matériel. Mais oui, au départ, c'était un choix délibéré. Alors pas la limite, mais d'essayer de faire des jeux accessibles et dans tous les sens du terme. Donc ça veut dire que tu rentres facilement dans le jeu parce que la règle est bien foutue et les mécanismes sont super accessibles. Ça veut pas dire que le jeu est simpliste. Ça veut dire que juste tu l'apprends et tu le pratiques, tu y accèdes facilement. Voilà. Et ben pareil, si le jeu il est à 50, 60 ou 70 ou 90 €, eh ben tu accèdes moins facilement. En tout cas moi, beaucoup moins ça, clairement. Pour te donner un exemple sur un jeu que j'adore, c'est Blood Rage. Si moi j'avais édité Blood Rage, il n'y aurait pas une seule figurine, et il serait sorti à 30 €. Alors, il y a plein de gens qui vont me dire « Oh, mais non, c'est génial avec les figurines !» On va pas nier que ça apporte de l'immersion, tout ça. Après, c'est pas vraiment un jeu de figurines, hein. Les figurines, elles sont là pour une majorité, hein. Donc, voilà, t'en as pas vraiment besoin. Tu peux quand même faire des choses jolies avec du matos tout à fait correct, même s'il est pas hyper luxueux, en carton, enfin, en prenant des moyens qui coûtent pas des sommes folles. Donc voilà, moi c'est plutôt là-dessus que j'ai envie de faire. Après, c'est pas dit que je le ferai de toute éternité, parce que manifestement, c'est pas la tendance, et on me le reproche beaucoup. Alors, j'ai une question débile, c'est quand tu joues pour ton plaisir, est-ce que tu arrives à débrancher le côté éditeur? C'est de plus en plus difficile, mais il faut, parce que il y a des fois tu y arrives pas, quoi. Mais d'abord ça prend un peu de temps. C'est-à-dire que tu ouvres la boîte, tu découvres, tu commences à critiquer même à la lecture de la règle, quoi. Tu vois, tu dis putain, j'aurais pas fait ça comme ça. Ce qui veut pas dire que tu aurais mieux fait, hein, en fait, mais juste t'es un peu conditionné à le regarder en disant oui, alors ce travail, enfin voir comme je suppose un cinéaste va regarder les moyens, les astuces de mise en scène, de scénario ou de choses comme ça, parce que voilà, il fait ça toute la journée, donc après le soir on lui présente un truc, il commence à faire ça. Mais j'essaye vraiment beaucoup de vider ça. Alors des fois ça prend quelques minutes effectivement, et de me dire non, on s'en fout, on verra. Mais c'est difficile.
d'un jeu stratégique. Tiens, j'ai un copain canin qui vient me voir, c'est pour ça que voilà, parce qu'on est